On t'a déjà appelé le solitaire du groupe? L'introverti de service? Ou pire, on a dit que tu avais un caractère difficile juste parce que tu ne collectionnes pas les amis comme des cartes Pokémon? Si oui, bienvenue au club. Un club très sélect d'ailleurs, la société moderne glorifie l'hypersociabilité. Le nombre d'amis sur Facebook, les invitations à des soirées, tout cela est présent dans les salles et ça est présenté comme une mesure de ta valeur. Et si tu ne joues pas le jeu, le diagnostic tombe vite. Tu es timide, arrogant ou tout simplement bizarre. Mais si je te disais que ton petit cercle social n'est pas un symptôme d'inadaptation, mais plutôt une signature de ton fonctionnement intellectuel, que ce n'est pas de la sociabilité, mais de la sélection, accroche-toi. On va déconstruire ce mythe et explorer pourquoi les esprits les plus vifs ont souvent les répertoires de téléphonique les plus courts. Le point de douleur est simple. Tu te sens en décalage, tu es à une fête. Autour de toi, des dizaines de conversations futiles bourdonnent. La météo, la dernière série à la mode, elle les potins sur des gens que tu ne connais pas. Ton cerveau, lui, crie au secours. C'est comme essayer de faire tourner un supercalculateur pour jouer au morpion. Une perte totale de ressources. Tu vois les autres s'épanouir dans ce bain de banalité. Et tu te demandes quel était mon problème. Pourquoi suis-je incapable de simplement apprécier? Ce n'est pas un problème. C'est une caractéristique. Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps, très loin. Voici la théorie fascinante de l'interaction savane-QI proposée par les psychologues évolutionnistes Satoshi Kanazawa et Norman Lee. L'idée est la suivante. Notre cerveau est en grande partie câblé pour la vie dans la savane africaine. Pour nos ancêtres, la survie dépendait de la cohésion d'une petite tribu soudée. Plus de contacts sociaux signifiait plus de sécurité, plus de partage de ressources, de meilleures chances de survie et de reproduction. La socialisation était littéralement une question de vie ou de mort. Pour la plupart des gens, ce programme ancestral est toujours actif. Des interactions sociales fréquentes déclenchent dans leur cerveau des signaux de bonheur et de satisfaction. C'est un vestige de l'évolution. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les individus avec un QI plus élevé semblent être une exception à cette règle. Leur cerveau est mieux équipé pour résoudre des problèmes nouveaux, des défis que nos ancêtres n'ont jamais rencontrés. Ils dépendent moins du groupe pour trouver des solutions. Par conséquent, le besoin viscéral de contact social constant est moins fort. Pour eux, la socialisation fréquente n'est pas une nécessité pour le bonheur. Ça peut même être une distraction. Une étude a montré que si la plupart des gens sont plus heureux quand ils voient ça souvent leurs amis, pour les personnes très intelligentes, cet effet est diminué, voire inversé. Plus de socialisation, moins de satisfaction de vie. Fascinant, non? Ton désir de solitude n'est pas un bug. C'est une mise à jour du système d'exploitation de ton cerveau, optimisé pour des tâches différentes. Au-delà de l'évolution, il y a une raison très pragmatique, la charge cognitive. Pense à ton attention comme à une batterie de téléphone. Chaque interaction sociale consomme de l'énergie. Les conversations superficielles, ou small talk, sont particulièrement gourmandes. Pourquoi? Parce qu'elles exigent de suivre des codes sociaux, de feindre l'intérêt, de chercher des sujets neutres, tout ça pour un retour sur investissement intellectuel proche de zéro. Pour un esprit qui carbure aux idées complexes, aux connexions profondes, le small talk est une torture. C'est l'équivalent mental de manger du polystyrène. Ça remplit, mais ça ne nourrit pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'économie cognitive. Tu as une quantité limitée d'énergie mentale chaque jour. Vas-tu la dépenser à débattre de la météo ou à résoudre un problème qui te passionne? Ton cercle restreint est donc le résultat d'un filtrage. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que tu estimes trop ton temps et ton énergie pour les investir dans des relations qui ne t'apportent rien en profondeur. La qualité prime sur la quantité. Tu préfères avoir une conversation de 3 heures sur le sens de la vie avec une seule personne que 30 conversations de 6 minutes sur le prix de l'essence. Exemple concret, la fameuse soirée. Alex est invité. Il y va parce que ça se fait. Il passe la première heure aéré, un verre à la main, échangeant des banalités. Son énergie est au plus bas. Il est sur le point de partir. Et puis, dans un coin, il surprend une conversation entre deux personnes sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Il se joint à eux. Soudain, il n'est plus fatigué. Il est stimulé, engagé, son énergie remonte en flèche. Il ne déteste pas les gens, il déteste l'ennui. Autre cas, Sophie refuse souvent des invitations. Pas par méchanceté, mais par protection. Elle sait qu'une soirée de small talk va la vider pour les 2 jours suivants, l'empêchant de se concentrer sur son projet de livre. C'est un arbitrage conscient. Elle choisit la création plutôt que la dissipation. Ok, la théorie c'est bien, mais concrètement, on fait quoi? On s'isole dans une grotte avec des livres de philo? Non. On apprend à gérer ce trait de caractère. Premièrement, arrête de t'excuser, ce n'est pas un défaut. Répète après moi, je ne suis pas antisocial, je suis socialement sélectif. Recadre la situation. Tu n'es pas un généraliste social qui papillonne partout. Tu es un spécialiste social qui investit dans des relations à forte valeur ajoutée. Deuxièmement, définis tes critères. Qu'est-ce qui fait qu'une relation vaut ton énergie?
La stimulation intellectuelle, les valeurs partagées, l'humour, la vulnérabilité. Avoir des critères clairs transforme une attitude passive. J'évite les gens ennuyeux en une stratégie active. Je recherche des gens intéressants. C'est beaucoup plus puissant. Troisièmement, gère ton budget énergétique. Ta capacité sociale est une ressource finie. Ne la gaspille pas. Apprends à dire non sans culpabilité. Merci pour l'invitation, mais j'ai besoin d'une soirée tranquille pour recharger mes batteries. C'est honnête et ça préserve ton énergie pour les choses qui comptent vraiment. Quatrièmement, communique ton style. Tu n'as pas besoin de te justifier, mais tu peux expliquer. Ça aide les autres à comprendre ton fonctionnement. Des phrases simples comme « les grands groupes m'épuisent un peu, mais j'adorerais qu'on se voit juste tous les deux » ou « le small talk n'est pas mon fort, mais parlons de ce projet qui te passionne ». Cela invite les autres à interagir avec toi sur ton terrain, là où les connexions les plus authentiques peuvent de se créer. En conclusion, avoir un cercle social restreint n'est pas une tare. C'est une stratégie d'adaptation pour un certain type de cerveau. Ce n'est pas un signe que tu es cassé, mais un signe que tu es différent. Tu ne fuis pas les gens, tu fuis la superficialité. Tu ne manques pas de compétences sociales. Tu les utilises avec parcimonie comme un artisan utilise son outil le plus précieux. Ton petit cercle, c'est ton conseil d'administration personnelle, ton think tank privé, ton sanctuaire. Ce sont les gens qui rechargent tes batteries, pas ceux qui les vident. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te fait une remarque sur ton manque d'amis, souris. Tu ne manques de rien, tu as simplement choisi la profondeur plutôt que la largeur. Et dans un monde bruyant et superficiel, c'est peut-être ça, la forme la plus pure de l'intelligence.